Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui est, alors, presque la dernière sur l'histoire du PCF. Je ferai juste une dernière vidéo, enfin, même pas sûr en fait, mais de conclusion pour en fait répondre aux questions que vous pourriez avoir sur des aspects sur lesquels je n'ai pas abordé dans ma série de vidéos sur l'histoire du PCF ou que j'ai juste survolé. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je les demanderai aussi sur Facebook. Et en fonction s'il y a pas mal de questions, je ferai une dernière vidéo de conclusion. Mais du coup, sinon, c'est la dernière de la série. Et après, on va parler des dernières années du PCF et de son recul. Alors non, je dirais que j'aurais pu faire une conclusion sur quel est l'avenir du PCF, mais non. On va plutôt s'intéresser à une question, c'est celle du rapport du Parti communiste français à l'URSS. En effet, de fait, le Parti communiste français a été pendant une longue partie de son histoire inféodé à l'URSS. Les militants communistes ont défendu l'URSS. Même lorsqu'elle avait des dérives assez sales, et que de fait, le régime en place, là-bas, était complètement aux antipodes des valeurs que défendaient sincèrement ces militants communistes. Alors comment des militants sincères, pour la plupart, se retrouvent à défendre quelque chose contraire à leurs valeurs? Vaste question. Alors d'abord, faisons un point petit historique sur les relations du PCF à l'URSS. Alors, si les partis communistes ont toujours été inféodés à l'internationale communiste, c'était dans les conditions d'adhésion à la troisième internationale, l'internationale communiste n'était au début pas un instrument aux mains de l'URSS. Il s'agissait d'une organisation réunissant les différents partis communistes où les décisions se prenaient démocratiquement avec les représentants des différents partis, avec des congrès et des cadres issus de différents pays. Le Parti communiste russe était le plus puissant et le plus influent, mais à l'origine, c'était ça. Bon, rapidement, le fonctionnement va changer. Certes, par exemple, le Parti communiste russe, au début, était lui aussi soumis à l'internationale communiste, et il y a eu, notamment, lorsqu'il y a eu les affrontements internes avec les trotskistes et compagnie, par exemple en 1922, le Parti communiste russe a été soumis à une inspection de l'internationale communiste. Mais par la suite, entre le fait que les partis communistes internationaux soient faibles, que le Parti communiste russe soit puissant et développe toute une bureaucratie avec également la bureaucratie de l'URSS, tout ça va leur permettre de clairement prendre la main sur l'internationale communiste et de plus en plus en faire un instrument totalement soumis à leurs ordres, leur permettant par ce biais de totalement contrôler les partis communistes européens. Donc ça se passe dans les années 20 et dans les années 30, les partis communistes, notamment donc le Parti communiste français, obéissent quasiment exclusivement à l'URSS. Je dis quasiment exclusivement parce que bon, déjà, il y a des débats au sein de l'internationale communiste quand même, et de fait, il y a quelques fois où le Parti communiste français a pris des positions qui n'étaient pas celles de l'URSS. Par exemple, lors de la création du Front populaire, il y avait une injonction de l'URSS et de l'internationale communiste à ces partis communistes, du coup, locaux, nationaux, de tendre la main aux socialistes. Mais pas aux forces centristes, les radicaux, parce qu'autant les partis socialistes étaient des partis qui se revendiquaient des partis ouvriers, le Parti radical, c'était clairement un parti bourgeois. Alors, l'aile gauche de la bourgeoisie, mais voilà. Et le Parti communiste français a dépassé les injonctions de l'URSS en tendant la main aux radicaux, créant ainsi le Front populaire, comme on l'a vu, en 1936. Vidéo aussi, du coup, sur ce sujet, quelque part. Mais, globalement, le Parti communiste obéissait à l'URSS, on l'a vu, ils ont accepté le pacte germano-soviétique, qui était pourtant un retournement complet de stratégie, parce que jusqu'à ce pacte, l'URSS et les partis communistes étaient à la pointe de la lutte contre les régimes d'extrême droite nazis et fascistes. C'est eux qui les critiquaient les plus fortement, c'est eux qui appelaient à entrer en guerre contre eux. C'est le Parti communiste français qui s'est opposé au accord de Munich en France. Le Parti communiste français était accusé d'être un parti belliciste, parce qu'il voulait la guerre avec l'Allemagne nazie. La droite voulait l'interdire parce qu'il voulait faire la guerre à l'Allemagne nazie. Finalement, la droite l'a interdit parce qu'il était contre la guerre à l'Allemagne nazie. Vous voyez à quel point c'est absurde comme retournement. Et pourtant, ça a été accepté parce qu'on suivait les ordres de l'URSS. Et après la Seconde Guerre mondiale, alors autant pendant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un peu de relâchement parce que le contexte fait que, de toute façon, les instances nationales du Parti communiste ne contrôlent plus totalement leurs instances locales parce que, de fait, la direction est éclatée, une partie à Moscou, il y a une partie qui est en Belgique, les liens, les contacts avec les sections locales sont difficiles vu le contexte, et les liens entre l'URSS et la France sont compliqués aussi du contexte de guerre. C'est un bordel. Donc, il y a un relâchement du contrôle, pas par volonté, mais juste parce que matériellement, le contrôle, les outils de contrôle sont affaiblis. Après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu en 1943 la disparition de l'internationale communiste, qui était donc l'instrument de ce contrôle. Il y a le Cominform qui se crée, et ça va être le nouvel outil de contrôle, et
dans un contexte où l'URSS est au top de son image, y compris au-delà du rang des communistes, parce que, en fait, c'est le pays qui a le plus contribué, ça c'est factuel, à la victoire sur l'Allemagne nazie. C'est le pays qui a fait le plus de pertes à l'Allemagne nazie, c'est le pays qui a subi le plus de pertes contre l'Allemagne nazie, et aux yeux de l'opinion publique de l'époque, en France et ailleurs, c'est l'URSS qui est le pays qui a le plus contribué à la victoire sur l'Allemagne nazie. Donc, l'URSS et Staline sont alors glorifiés, c'est les héros de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs d'Hitler. Donc dans ce contexte, évidemment, l'obéissance, alors vu que déjà, au-delà des communistes, il y a une admiration et un respect envers l'URSS, alors imaginez bien que parmi les communistes, à ce moment-là, on obéit à tout ce que demande l'URSS. Il faudra attendre les années 50 pour qu'il y ait un premier relâchement. En 1956, le Cominform est dissous, c'est suite au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. À ce moment-là, on dénonce le culte de la personnalité et les crimes de Staline, et on décide de laisser plus de marge de manœuvre aux partis communistes locaux. Et là, il se passe un truc étrange, c'est que Maurice Thorez, en France, qui est un peu, c'est vrai qu'il a été mis en place par Staline, et il doit quand même beaucoup de sa place et de sa fonction, alors, même s'il dispose d'une grande assise aussi au sein du pays, mais il doit sa place à l'URSS à la base. Et il a pas envie, en fait, d'une trop grande autonomie du Parti communiste français. Et donc, il va se montrer plus royaliste que le roi. Là où le Parti communiste de l'Union soviétique appelle les partis communistes en Europe à se montrer un peu plus autonomes, le Parti communiste français dit « Non, non, il faut pas !» Ça, c'est un peu le paradoxe. Bon, par contre, après la mort de Maurice Thorez, ça va évoluer, donc 1964. C'est là vraiment que le tournant commence, où le Parti communiste commence à prendre progressivement, lentement, ses distances sur l'URSS. En 1968, il y a une critique au début de l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS. Alors le Parti communiste français finit par se ranger finalement, ce qui fait qu'il va être très critiqué par les soutiens de la Tchécoslovaquie. Mais il y a ce début de critique. Et dans les années 70, dans le cadre de l'Union de la gauche, le Parti communiste français voit ses relations avec le Parti communiste russe tendre. Les relations au contraire avec le Parti communiste italien et espagnol, qui sont deux partis communistes en Europe qui sont les plus opposés au Parti communiste russe et soviétique, s'améliorent. On critique les opérations militaires de l'URSS, on critique sa répression interne, on critique des aspects de sa politique intérieure. Après, fin des années 70, il y a un nouveau revirement, où pendant quelques années, Georges Marchais va se rapprocher à nouveau de l'URSS. Certes, reconnaît les différences avec l'URSS, reconnaît notamment l'idée qu'il ne faut pas la dictature du prolétariat en France, reconnaît que le parti unique, c'est pas une bonne chose, mais défend l'opération d'Afghanistan de l'URSS et déclare que le bilan de l'URSS est globalement positif. Alors oui, ça reconnaît l'idée qu'il n'est pas totalement positif, mais quand même, c'est quand même assez défendre le bilan soviétique, plus que ce qu'il n'avait pu faire dans les années précédentes. Après, dans les années 80, la distanciation se fait de nouveau, alors que l'URSS est de plus en plus affaiblie, que son contrôle sur les partis communistes européens est de plus en plus faible, et que le Parti communiste français s'affaiblit et a de plus en plus besoin des socialistes. Et après, l'URSS s'effondre, et donc du coup, de fait, le lien avec l'URSS disparaît. Donc ça, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette histoire de ce long lien avec l'URSS qui a été difficile à rompre, parce que oui, certes, dans les années 80, le Parti communiste français a quand même bien pris son indépendance, mais voilà, c'est-à-dire que pendant une cinquantaine d'années avant, voire même une soixantaine, c'était pas le cas. C'est clair qu'en termes d'image pour le Parti communiste, c'est pas top, et aujourd'hui, c'est clairement un élément qu'on lui ressort souvent. Et si certes le Parti communiste a beaucoup changé depuis, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et moi je le dis, voilà, en ayant été à une époque au Parti communiste français, et sans avoir jamais été un fan de l'URSS, et ben oui, cet argument, j'y faisais face. Il fallait bien que j'y réponde, parfois. Et c'était dur d'y répondre, parce que, oui, historiquement, oui, alors, il y a des aspects sur les attaques historiques qu'on fait sur le PCF qui sont fausses, et j'en ai démonté certaines. Mais il y en a d'autres qui partent quand même d'une part de vrai, et qui à moins d'être de mauvaise foi, qu'on ne peut pas nier. Voilà. Maintenant, il nous faut comprendre comment ça se fait. Il faut déjà remonter au contexte de la fondation de l'URSS. Révolution russe, parce que l'URSS se crée plus tard, mais 1917, révolution russe, les soviétiques, les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie, dans l'Empire russe. Et il faut voir, du coup, c'est une révolution contre un régime autocratique extrêmement dur, extrêmement réactionnaire, et c'est une révolution qui amène la paix. On sort de la Première Guerre mondiale, enfin on est même encore dedans, on en a marre de ce conflit, on en a marre de cette boucherie, c'est un traumatisme la Première Guerre mondiale, et là on a donc une révolution qui a mis fin à cette guerre sur ce front, qui a lutté contre une autocratie, qui a amené des réalisations concrètes au début. Il y a eu les conseils ouvriers qui ont donné de vrais nouveaux pouvoirs aux ouvriers, de nouveaux droits. Il y a eu également des droits pour les femmes, avec le droit à l'avortement, des systèmes de garderie, des droits aussi pour les personnes homosexuelles. Alors, c'est pas forcément les éléments qui portaient le plus dans le milieu ouvrier de l'époque, mais
c'est des réalisations concrètes qui existent. Donc, il y a en fait une très forte admiration chez tout un pan du mouvement ouvrier, qui explique aussi la très grande agitation sociale en partie qui a eu lieu entre 1918 et 1921-22 en Europe. Il y a une très grande admiration de l'URSS. L'URSS, on l'admire, et les violences commises par le régime soviétique déjà à cette époque trouvent facilement des justifications. Et là, je dis ça sans moi dire que je veux les justifier. Mais dans la tête des gens de l'époque, je procède de comprendre. Déjà, du coup, la Russie communiste, bolchevique, était confrontée à la fois à une guerre civile, avec des armées blanches qui se livraient à des massacres, elles aussi, donc en termes de violence, ça se valait, et qu'elle était également confrontée à une guerre internationale, puisque plusieurs puissances internationales soutenaient les armées blanches, matériellement, mais également militairement. Il y a eu des bombardements britanniques, l'utilisation d'armes chimiques, il y avait le Caucase qui était attaqué par les Turcs, à Odessa il y avait les Autrichiens, les Allemands en Ukraine, les Japonais à Vladivostok, la Russie était attaquée de toutes parts. La révolution russe devait se défendre, elle était en guerre. Et pour des gens qui avaient connu la guerre et des violences atroces dans un contexte de guerre, parce qu'eux-mêmes du coup, c'est vrai qu'avec toute la violence qu'ils avaient connue, dans ce cadre de guerre, le rapport à la violence était différent que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc pour eux, dans un contexte de guerre, la révolution russe paraissait justifiée à utiliser de la violence et de la répression pour se défendre. Donc déjà, il y avait cet élément qui faisait que on pouvait justifier cet usage de la violence lorsqu'il était critiqué. Et un autre élément joué, c'est que lorsque les crimes et la violence du régime soviétique étaient dénoncés, ce n'était pas cru. Pour une raison assez évidente, c'est que il y avait quand même un fort manichéisme. Il y avait d'un côté l'URSS, le camp qu'on soutenait, et en face, les ennemis de l'URSS, qui employaient tous les moyens pour la faire tomber, puisqu'ils lui avaient déclaré la guerre à l'origine. Ils avaient utilisé les moyens armés, et donc que ceux-ci puissent mentir pour attaquer l'URSS, ça paraissait tout à fait possible. Et de fait, il y a eu quelques fois où la presse de droite a sorti des mensonges sur l'URSS. Il y avait plein de choses à critiquer sur l'URSS, mais parfois il y a des choses fausses qui sortaient à son sujet. Et donc du coup, ça encourageait pas non plus à les croire lorsqu'ils disaient la vérité. Et donc voilà, donc on était dans une situation de manichéisme. D'un côté l'URSS, de l'autre côté ses ennemis. Et donc lorsqu'un ennemi dit quelque chose, pourquoi le croire? Pourquoi le croire? Et donc ces militants-là faisaient confiance aux informations qui venaient de l'URSS, pas celles qui venaient de la presse anti-URSS. Et donc forcément, les informations qu'ils avaient n'étaient pas les bonnes. Ils vivaient dans une bulle d'information. Et ça s'était renforcé aussi par la répression que les militants communistes subissaient en France. Il y avait de la répression assez forte. Et donc du coup, ça faisait encore plus l'impression qu'en face, ceux qui nous disaient que l'URSS fait des mauvaises choses, c'est des ennemis qui nous répriment. Encore moins de raison de les croire. Et donc là, ça joue tous des biais cognitifs que tout le monde a. Un biais de confirmation, le fait que le cerveau n'aime pas avoir tort, tout ça, c'est des choses qu'on a tous et qui fait que régulièrement, ça nous arrive de croire quelque chose de faux parce que ça confirme notre vision du monde. Ou de ne pas croire une chose parce que ça viendrait la contredire. Et je me mets dans le panier. Je peux être victime de ça. Même quand j'essaye de ne pas l'être, je peux être victime de ça. On peut tous être victimes de ça et il faut en avoir conscience. Et ces militants, sincères, en étaient victimes. Et ça, en plus, ça a été de plus en plus renforcé par tout l'aspect, en fait, du coup, où les communistes, vu qu'ils vivaient vraiment à part pendant longtemps, politiquement, ils n'avaient pas d'alliance. Ils avaient leurs organisations syndicales, leur organisation de secours, avec le Secours Rouge, l'ancêtre du Secours Populaire, leur organisation de jeunesse, bon, les autres partis aussi avaient leur organisation de jeunesse, ils avaient leur moment de fête, avec la fête de l'UMA, ils formaient une famille, ce qui renforçait l'effet de bulle d'information. Et après en plus, la Seconde Guerre mondiale, il y a l'aura magnifique dont jouissait l'URSS et Staline, qui venait en plus renforcer ça, qui faisait qu'il était encore quasiment impossible de critiquer l'URSS. Et donc, il a fallu du temps pour sortir de ce mécanisme-là. Surtout en plus dans une situation de guerre froide. Après, en plus, il y a la guerre froide. Donc là, l'aspect manichéen se renforce. Et c'était pareil de l'autre côté, avec le macartisme et tout. Des deux côtés, il y avait le camp des gentils, le camp des méchants. Ce que disait le camp des méchants, c'était faux. Ce que disait le camp des gentils, c'était vrai. Et quel que soit le camp dans lequel on était, on pensait ça. Pas dans la majorité des cas. Et donc forcément, pour les gens qui étaient du coup dans le camp de l'URSS, c'était hyper dur de remettre en question l'URSS, puisque les informations qui venaient la critiquer, c'était forcément des informations de méchants qui nous mentent. Vous voyez comment on se bloque dans ce genre de choses. Et un autre élément qui venait en plus, qui pouvait renforcer ça, c'était les écoles de formation des militants et des cadres.
Ces écoles de formation étaient très utiles en termes d'ascenseur social. Ça permettait à des militants ouvriers qui avaient dû arrêter souvent l'école tôt pour travailler, d'avoir une formation intellectuelle et politique et d'accéder à des responsabilités. D'être élu maire, député, conseiller général, d'avoir des responsabilités syndicales et politiques. C'était un outil d'ascension sociale et en plus voilà, de s'élever intellectuellement. Certains ont pu écrire des livres après. Donc c'était quelque chose. Et quoi qu'on en pense, c'est quelque chose, c'est un aspect, cette facette-là manque aujourd'hui. Mais ça avait un pendant négatif. C'est que vu qu'on était formé intellectuellement par ce parti, dans ce cadre-là, ça forgeait notre grille d'analyse du monde, et donc du coup ça renforçait les biais cognitifs, mais en plus du coup ça renforçait aussi la gratitude qu'on avait envers ce camp, qui nous avait offert cette formation intellectuelle, et du coup c'était encore plus difficile de le remettre en question. Compliqué, hein? Compliqué. Voilà, donc c'est un peu des réflexions personnelles pour tenter d'expliquer comment des militants sincères, qui avaient des valeurs communistes sincères, ont soutenu un régime qui allait à l'encontre de ces valeurs. Et c'est des biais qui peuvent, du coup, comme je vous l'ai dit, tous nous concerner, tous nous toucher, donc c'est aussi important peut-être de les avoir en tête. Alors, c'est pas des explications totales, complètes, hein, il peut en avoir d'autres, ça n'est qu'une partie des explications, et il ne s'agit pas forcément de justifier, de pardonner tout, mais d'expliquer, de comprendre, et je pense sincèrement que la très grande majorité des militants étaient sincères dans leur soutien à l'URSS, en pensant vraiment soutenir un pays qui faisait de bonnes choses, et ils étaient sincères dans leurs convictions humaines, et ils pensaient vraiment être cohérents avec ces convictions en soutenant l'URSS. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Et je pense que chez les cadres, beaucoup étaient aussi sincères. Pas tous, je pense, mais beaucoup. Avec tous les systèmes de biais que je vous ai expliqués là. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.